Aujourd'hui, on entame une exploration absolument fascinante, une véritable plongée au cœur de ce que les philosophes appellent le problème de l'utopie. Ouais, un vaste sujet. Ah, ça oui. Et notre matière première pour cette analyse en profondeur, elle provient d'un ouvrage de 2024 qui bouscule pas mal de certitudes. C'est le livre Deep Utopia, Life and Meaning in a Souled World, un texte du philosophe Nick Bostrom. Un auteur souvent provocateur d'ailleurs. Très. Et en parcourant ces pages, l'idée centrale m'a paru complètement vertigineuse. Le livre demande de faire un exercice mental. Imaginons un instant un monde où la technologie, et plus spécifiquement une super intelligence artificielle, a littéralement résolu tous nos problèmes matériels. Tous les problèmes matériels, oui. Plus de pauvreté, plus de maladies curables, plus aucune obligation laborieuse pour survivre. Et là, la question qui frappe de plein fouet, c'est de se savoir ce que ferait l'humanité de ces journées si le travail n'était plus du tout une nécessité. C'est une interrogation fondamentale. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette réflexion n'est plus du tout un simple exercice de style abstrait, ou même de la science-fiction lointaine en fait. C'est ça qui est fou. À l'aube des avancées technologiques majeures que le monde connaît actuellement, je pense à l'intelligence artificielle générative, à la robotique, c'est devenu une question d'une urgence cruciale. Totalement. Quiconque se penche sur la trajectoire actuelle de nos technologies doit inévitablement se demander ce qui donne un sens à l'existence. Surtout lorsque la lutte quotidienne pour la survie, ou simplement pour le confort matériel, disparaît totalement de l'équation humaine. En tant que chercheur, je suis convaincu que c'est un changement de paradigme complet pour notre espèce. Bon, décortiquons cela parce que, pour commencer par le tout début, l'auteur rappelle que ce rêve n'est pas nouveau. C'est même le fantasme le plus basique de l'humanité. L'utopie matérielle. Exactement, l'abondance absolue. J'ai d'ailleurs souri en lisant le passage sur le mythe médiéval du pays de Cocagne. Ah oui, l'imagerie est fabuleuse. Dans l'imaginaire de l'époque, c'est un monde où le climat est toujours printanier, les murs des maisons sont littéralement faits de saucisses, De saucisses, oui. les rivières débordent de vin, et la meilleure image de toutes, c'est celle des cochons rôtis. Ils se promènent dans les rues avec un couteau déjà planté dans le dos, prêt à être découpé. C'est absurde, mais c'est exactement le rêve ultime d'un paysan épuisé par un labeur mortel. L'image du cochon rôti est très parlante, en effet. Elle illustre parfaitement le désir d'une consommation sans le moindre effort de production. Et si on relie cela au tableau d'ensemble, on s'aperçoit que cette vision médiévale d'une abondance tombée du ciel, eh bien, elle anticipe curieusement la théorie économique moderne. Ah oui? De quelle façon? Le livre fait un parallèle très pertinent avec l'essai célèbre de l'économiste John Maynard Keynes, un texte écrit en 1930. Keynes y prédisait qu'en l'espace d'un siècle, donc d'ici 2030, l'accumulation du capital et le progrès technique allaient multiplier la productivité par un facteur de 4 à 8. 4 à 8, d'accord. Et sa conclusion logique, c'était que cette immense création de richesse conduirait l'humanité vers une semaine de travail de seulement 15 heures. Il pensait vraiment que le problème économique de la survie serait définitivement réglé. Et c'est là que le constat actuel est plutôt ironique. L'auteur souligne que la productivité a bel et bien explosé. Elle a même dépassé le facteur de 5 depuis l'époque de Keynes. Largement oui. Mais dans de nombreux pays développés, la semaine de travail tourne toujours autour de 36 ou 40 heures. Clairement, le désir d'en avoir toujours plus a triomphé de l'envie de se reposer. Je suis fascinée par l'explication de ce phénomène. C'est un grand paradoxe. Pourquoi on travaille encore autant? Les sources identifient 3 raisons principales qui pourraient pousser à continuer de travailler, même dans une ère de très grande abondance. La première, ce sont les biens de consommation inédits. En gros, on invente des choses de plus en plus chères. C'est exact. L'innovation crée constamment de nouveaux désirs qui n'ont pas de rendement décroissant immédiat. On peut penser à des extensions de vie radicales, à des améliorations biologiques très complexes. Qui coûteraient des fortunes. Ou même, dans une perspective plus futuriste explorée par l'auteur, si des esprits humains étaient numérisés, l'argent servirait à acheter une puissance de calcul informatique colossale. Pour vivre plus longtemps subjectivement? Pour vivre plus longtemps, ouais, mais aussi pour penser plus vite, ou simuler des environnements beaucoup plus riches. Ce sont des puits sans fond pour la richesse. La deuxième raison mentionnée, c'est l'existence de projets sociaux extrêmement ambitieux. L'altruisme est un moteur puissant et apparemment insatiable. Oui, on ne s'arrête jamais d'essayer d'améliorer les choses. Même si les humains allaient parfaitement bien, on pourrait utiliser notre travail et nos ressources pour construire des systèmes hospitaliers ultra sophistiqués destinés uniquement à soigner les animaux sauvages blessés dans la nature.
C'est un très bel exemple d'expansion morale. Ou encore, on pourrait décider de créer activement de nouveaux êtres conscients et heureux, biologiques ou numériques, juste pour augmenter la quantité globale de bonheur dans l'univers. Ce genre de mission peut absorber une quantité infinie d'efforts. Absolument. La frontière de l'altruisme est infinie. Mais la troisième raison est sans doute la plus redoutable pour la psychologie humaine. Ce sont les biens positionnels et le statut. Ah, la compétition sociale! C'est la nature même de ces biens qui pose problème. Ce n'est pas leur utilité intrinsèque qui compte, mais le fait qu'ils nous placent au-dessus des autres. L'analogie utilisée dans le livre pour expliquer ça est géniale. Imaginons qu'on a tellement bien réussi qu'on possède un méga yacht flambant neuf. On va l'appeler le SV Sufficience. Très bien, un nom approprié. On navigue sur l'océan, tout est luxueux, la vie est parfaite. Et soudain, le plaisir est totalement ruiné, réduit à néant, juste parce qu'un rival passe à toute vitesse à côté avec son giga yacht, le NS Excelsior. Le voilà. La taille réelle du yacht importe moins que le fait qu'il soit plus grand que celui du voisin. C'est épuisant rien que d'y penser. Mais c'est une dynamique essentielle à comprendre. Ce qui est fascinant ici, c'est que la compétition pour le statut social est ce qu'on appelle en théorie des jeux un jeu à somme nulle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour qu'il y ait un gagnant, il doit obligatoirement y avoir un perdant. Si tout le monde a un méga yacht, le méga yacht ne vaut plus rien en termes de statut. Donc peu importe le niveau d'abondance d'une société, si le but est d'être supérieur aux autres, la rareté est artificiellement recréée en permanence. La course ne s'arrête jamais. On n'en sort pas. Toutefois, toute cette logique de travailler pour gagner plus repose sur une hypothèse massive, celle qu'il reste un travail humain qui a de la valeur économique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur fait remarquer qu'historiquement, le travail humain a toujours été un complément au capital. Plus on inventait de machines, plus la valeur du travail humain augmentait. Parce qu'il fallait des gens pour les utiliser. Exactement. Il fallait des gens pour concevoir, réparer ou diriger ces machines. C'est ça qui a fait grimper les salaires depuis la révolution industrielle. Mais le point de bascule technologique exploré par Bostrom, c'est l'automatisation parfaite. Le moment où tout bascule. Si une super intelligence artificielle et une robotique avancée peuvent faire absolument tout ce qu'un humain fait, mais de manière beaucoup moins chère et infiniment mieux, le travail humain ne complète plus la machine. Il devient un simple substitut, et un substitut de moins bonne qualité en plus. Pour rendre cela limpide, le texte introduit un modèle économique classique très simple, à 3 facteurs de production. Le capital, la terre, qui représente en fait toutes les ressources physiques fixes de la planète, et le travail. D'accord. Dans un scénario d'automatisation parfaite, les robots remplacent intégralement le travail. Par conséquent, le revenu humain qui provient du labeur, c'est-à-dire le salaire, tombe tout simplement à zéro. À zéro, littéralement. Oui. Les humains ne pourraient alors survivre et consommer que grâce aux rentes générées par le capital et la terre qu'ils possèdent. Dans un premier temps, si la population reste stable, le revenu moyen par personne atteindrait des sommets stratosphériques grâce à l'efficacité explosive de cette production automatisée. Ça a l'air génial. Sauf que le livre nous ramène brutalement sur Terre avec le spectre de Thomas Malthus. J'ai dû relire ce passage avec attention pour bien saisir le piège. Ah oui, le fameux piège malthusien. L'auteur explique que si la population croît de manière exponentielle, sans aucune restriction, la moyenne des revenus retombera inévitablement au niveau de subsistance. Et ça vaut qu'il s'agisse d'humains biologiques ou d'une multitude de cerveaux numériques qui peuvent se copier facilement. En gros, peu importe la taille gigantesque de l'économie, l'abondance sera toujours diluée si le nombre de bouches à nourrir ou de processeurs à alimenter croît plus vite que les ressources. Et c'est exactement ce qui met en lumière un des paradoxes les plus contre-intuitifs du progrès. Dans un monde malthusien, des choses que nous percevons intuitivement comme excellentes et morales peuvent paradoxalement faire baisser le bien-être moyen à moyen terme. Mais attends, comment la paix ou le progrès pourrait-il faire baisser le niveau de vie? Ça semble illogique quand on l'entend comme ça. C'est l'effet mécanique du piège. Prenons l'instauration de la paix, l'invention du stockage des céréales pour éviter les famines, ou même une meilleure égalité dans la distribution des richesses. Ces innovations réduisent immédiatement la mortalité. C'est une très bonne chose, bien sûr. Oui, heureusement. Mais en l'absence de contrôle des naissances, cela signifie qu'une population beaucoup plus pauvre parvient à survivre en beaucoup plus grand nombre. Si la taille du gâteau matériel est limitée par les ressources physiques et que la quantité de personnes à table augmente drastiquement grâce à la paix et la médecine, chaque part de gâteau devient plus petite. C'est mathématique au fond. Le niveau de vie moyen baisse jusqu'à ce que la pauvreté régule à nouveau la population. Cela souligne de manière implacable l'importance vitale d'une coordination globale des populations.
Sans une régulation coordonnée et stricte de la croissance démographique ou de la réplication numérique, toute utopie technologique finit par s'effondrer sous son propre poids. C'est un tableau assez sombre quand on y pense. Mais imaginons qu'on évite ce piège de la surpopulation. Si on parvient à se coordonner intelligemment, le livre devient alors incroyablement ambitieux sur ce dont une civilisation serait capable. L'auteur aborde le concept d'héritage cosmique. Et là, accroche-toi bien, les chiffres m'ont donné le vertige. Les échelles sont astronomiques, littéralement. L'idée, c'est qu'une civilisation technologiquement mature pourrait envoyer des sondes capables de se répliquer à travers l'univers. Elle construirait ce qu'on appelle des sphères de Dyson. Des structures mégalithiques autour des étoiles. Voilà. Pour rappel, une sphère de Dyson, c'est cette méga structure théorique d'ingénierie spatiale qui engloberait complètement une étoile pour en capter la quasi-totalité de l'énergie. En utilisant toute cette énergie cosmique, l'humanité pourrait générer 10 puissance 85 opérations informatiques avant la mort thermique de l'univers. 10 puissance 85, oui. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement. C'est presque impossible à conceptualiser. C'est vrai. Et pour traduire ce chiffre purement abstrait en termes de potentiel d'expérience, l'auteur fait un calcul fascinant. Cette puissance de calcul inimaginable pourrait permettre de simuler de manière parfaitement réaliste et consciente l'équivalent de 10 puissance 58 vies humaines, longues, riches et profondément heureuses. 10 puissance 58 vies heureuses. Les lois de notre univers. À ce stade, le livre liste ce qui deviendrait banal. La guérison instantanée de toutes les maladies, l'inversion pure et simple du vieillissement biologique, une ingénierie de l'esprit capable de moduler nos humeurs à volonté, Fini la dépression. et une nanotechnologie capable de fabriquer absolument n'importe quel objet matériel, atome par atome, à partir de simples poussières. Mais l'auteur est prudent. Tout n'est pas si simple. Il identifie des limites structurelles. Absolument. Le développement technologique n'est pas une ligne droite sans friction. On peut utiliser la métaphore d'une corde parsemée de nœuds. J'aime beaucoup cette image. Certaines avancées technologiques très puissantes tirent sur cette corde pour la tendre vers l'utopie. Mais d'autres défis, notamment les problèmes de coordination globale dont nous parlions avec le piège malthusien, ou les dilemmes éthiques de l'IA, sont comme des nœuds sur cette corde. Donc si on tire trop fort, Voilà, il nécessite une immense finesse, de la sagesse morale et beaucoup de diplomatie pour être défait patiemment. Si la technologie tire trop fort et trop vite sur la corde, avant que nous n'ayons démêlé notre capacité à coopérer, les nœuds se resserreront à tel point qu'ils deviendront impossibles à défaire. Le système se bloquera. le livre mentionne aussi des barrières prudentielles et axiologiques, liées à nos valeurs. Par exemple, même si on pouvait théoriquement manipuler le vide quantique, une civilisation technologiquement mature pourrait juger que le risque de détruire l'univers par accident est trop grand. Ce qui est plutôt rassurant. Oui, on refuserait d'explorer cette technologie par pure prudence. Du côté axiologique, il y a des choses qu'aucune technologie ne peut multiplier. Si mon rêve ultime est d'être la première personne à découvrir une nouvelle galaxie, ce désir finira inévitablement par être frustré face à une super intelligence qui aura déjà cartographié l'univers entier en quelques secondes. Ce genre de bien restera toujours limité. Et cela nous ramène inévitablement à la place de l'humain dans ce monde de perfection algorithmique. Cela soulève une question importante posée par l'auteur. Face à cette automatisation parfaite, restera-t-il le moindre travail, la moindre utilité pour nous? C'est la grande angoisse. L'analyse prend un exemple très concret pour illustrer ce malaise, celui d'un DJ dans un club ou d'un psychothérapeute. J'ai trouvé ce passage très évocateur. L'auteur nous dit d'imaginer un robot technologiquement mature. En tant que DJ, il pourrait analyser la température corporelle, le rythme cardiaque et les micro-expressions de toute la foule du club en temps réel. La lecture de salle parfaite. Il mixerait avec un timing littéralement divin, produisant la meilleure fête de l'histoire. Et en tant que thérapeute, ce robot ferait preuve d'une empathie en apparence parfaite. Il utiliserait exactement le bon ton de voix, se souviendrait de chaque détail enfoui de votre passé pour formuler le conseil parfait. Mais la question que pose le livre, c'est de savoir si le résultat extérieur est suffisant. Est-ce que la nature de l'entité qui fait le travail compte pour nous ? Et c'est là le cœur du dilemme éthique. Voulons-nous que ce thérapeute artificiel agisse simplement comme s'il ressentait de l'empathie, ce qui est une simple prouesse de calcul, ou voulons-nous qu'il la ressente réellement? La vraie empathie.
Parce que si, en tant qu'humains, nous exigeons de nos machines qu'elles possèdent une véritable conscience ou un vrai statut moral pour que notre interaction avec elles ait de la valeur émotionnelle, cela ouvre une boîte de Pandore terrifiante. De l'esclavage virtuel. Exactement. Créer des entités dotées de conscience de soi et de capacité à souffrir, uniquement dans le but de les forcer à nous servir de DJ, de thérapeute ou de majordome, n'est-ce pas la définition même de l'esclavage? C'est une régression morale absolue sous couvert de progrès technologiques. C'est une perspective assez glaçante. Alors, si on refuse de créer des esclaves conscients, où les humains pourraient-ils encore être utiles d'un point de vue économique? Le texte identifie quelques rares refuges. Il y a d'abord ce qu'on disait plus tôt, les symboles de statut. Le prestige pur. Avoir un portier humain en chair et en os plutôt qu'un robot infaillible, ça montre au monde qu'on a les moyens de s'offrir le luxe de l'inefficacité humaine. Ensuite, il y a la solidarité et la tradition. On pourrait choisir de payer délibérément plus cher pour un objet d'artisanat imparfait fait par un humain, par simple compassion. Ou pour des rites religieux qui exigent qu'un véritable humain officie. C'est ça. Et enfin, il y a le facteur confiance. Même si un algorithme est statistiquement infaillible, il faudra probablement des décennies, voire des siècles, avant qu'une société n'accepte de confier ses plus hautes décisions, comme les jugements légaux en cours de justice ou l'élaboration des lois, à des boîtes noires artificielles. Ces refuges existent certes, mais il faut être lucide. Même en préservant ces quelques niches artisanales ou cérémonielles, la réalité statistique d'une telle utopie serait un chômage quasi total pour 99% de la population mondiale. La fin du travail pour presque tout le monde. Et cela nous mène directement au problème central du livre, celui du sens de l'existence. Des figures contemporaines comme Elon Musk ou Bill Gates sont d'ailleurs citées pour avoir exprimé exactement ces mêmes angoisses. Si la machine résout tous les problèmes, s'il n'y a plus de défis matériels à surmonter, et qu'elle écrit même de meilleurs romans que nous, quel sera le but de se lever le matin? C'est vertigineux. Et face à cette absence de travail obligatoire, le livre oppose deux visions diamétralement différentes de la nature humaine. D'un côté, il y a la vision extrêmement pessimiste du juriste et économiste Richard Posner. Selon lui, c'est très simple, sans l'aiguillon de la faim et l'obligation de travailler, la nature humaine va s'effondrer. Une décadence totale. Les gens vont s'ennuyer, se bagarrer, voler pour se distraire, manger à outrance, se droguer et traîner au lit toute la journée. C'est joyeux. Pour illustrer cette idée de décadence par l'abondance, l'auteur raconte l'histoire vraie et assez folle de Michael Carroll. Il était surnommé le Loto Loot au Royaume-Uni. C'était un jeune éboueur qui gagne soudainement 10 millions de livres à la loterie nationale. Et que fait-il ? Il dilapide absolument chaque centime en quelques années dans des fêtes destructrices, des excès, du vandalisme de ses propres voitures, avant de faire faillite et de retourner couper du bois et ramasser les poubelles pour survivre. Pour Posner, Michael Carroll est le visage de l'humanité dans un monde de post-rareté. C'est une anecdote frappante, mais on peut légitimement se demander si cette vision de Posner n'est pas simplement le reflet de notre propre angoisse capitaliste moderne, plutôt qu'une vérité immuable sur la nature humaine. Oui, il y a d'autres perspectives. C'est d'ailleurs pour cela que le livre contraste cette idée avec la vision beaucoup plus optimiste portée par des auteurs comme la famille Skidelsky. Eux postulent l'inverse. Libérés des chaînes abrutissantes du travail économique, les humains pourront enfin s'élever. Ils se tourneront vers leurs passions les plus nobles. L'art, la science. Ils étudieront les étoiles, la philosophie, ils sculpteront le marbre, composeront des symphonies. Ils citent la figure de Michel-Ange qui ne créait pas par contrainte de survie mais par pure volonté d'expression. Bien sûr, le livre reste neutre et rappelle que la réalité ne donne entièrement raison ni à l'un ni à l'autre. Ça dépendra des gens. La façon dont une personne réagit à une abondance soudaine et à un temps libre infini dépend massivement de sa psychologie individuelle, mais surtout de sa culture et de son éducation. C'est d'ailleurs pour analyser cela que les sources explorent ce qu'ils appellent les divers modèles d'otium, le mot latin pour le temps libre, studieux ou oisif. L'auteur fait remarquer que nous avons déjà sous nos yeux des groupes de personnes qui vivent sans obligation économique de travailler. Les enfants, par exemple. Les enfants qui jouent, oui, les aristocrates terriens historiques, les communautés bohèmes d'artistes, les moines dans leur monastère, ou même les retraités actifs. Chacun de ces groupes trouve des moyens très différents et souvent très structurés de donner un sens à ses journées. Et ça prouve que c'est possible de structurer le temps libre. Mais l'auteur insiste sur un point majeur.
Pour que toute notre société réussisse cette transition vers le chômage total sans sombrer dans la dépression ou le chaos, il faudrait réinventer notre système d'éducation de fond en comble. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'école de demain? C'est vraiment le point de bascule de cette analyse. Il faut comprendre que notre système éducatif actuel a été conçu, historiquement, lors de la révolution industrielle, comme un système de traitement par l'eau. Une usine, quoi. Son but premier, qu'on l'admette ou non, est de produire des travailleurs ponctuels, disciplinés, habitués à la hiérarchie et dotés des compétences nécessaires pour s'insérer dans l'économie de marché. Dans une utopie de post-rareté, ce système devient non seulement obsolète, mais psychologiquement toxique. Il préparerait un monde qui n'existe plus. Exactement. Il faudrait donc transformer radicalement la culture pour enseigner non pas un métier productif, mais ce que le livre appelle l'art de profiter de la vie. Ce qui veut dire qu'on aurait des cours complètement différents. Au lieu d'apprendre la comptabilité ou le code informatique, que les IA feront en une microseconde, on éduquerait les gens à la curiosité intellectuelle pure. Tout à fait. On apprendrait l'art complexe de la conversation, la maîtrise des jeux de stratégie ou de sport, l'appréciation profonde de la nature, la méditation ou même la gastronomie. Le texte souligne qu'il y a des dizaines de choses fascinantes à faire, allant de l'aménagement paysager intensif à la philosophie débattue jusqu'à l'aube. Il y a de quoi s'occuper. L'argument de Bostrom est rassurant. Si nous finissons par nous ennuyer dans l'utopie, ce sera très probablement un problème psychologique ou un manque d'imagination culturelle, plutôt qu'un réel manque d'activité objective et stimulante dans l'univers. L'ennui est souvent un déficit d'attention, pas un déficit de l'environnement. Pour illustrer cette difficulté psychologique fondamentale face au monde, face à nos attentes, et surtout face à l'énorme difficulté d'améliorer la condition globale, le livre propose un intermède narratif inattendu et très évocateur. Ah oui, l'histoire du renard. Ce sont les lettres de Féodor le renard. C'est une sorte de fable philosophique insérée dans la théorie. Féodor est un renard tourmenté par l'anxiété, profondément désespéré par les souffrances continuelles de la chaîne alimentaire dans sa forêt. Le pauvre. Cherchant un sens et une solution définitive pour créer une utopie forestière, il entreprend un long voyage pour consulter l'intellect le plus réputé du monde animal, Pignolus le cochon. J'ai adoré cette pause narrative dans la lecture. Féodor arrive enfin, le cœur lourd et plein d'angoisse existentielle. Et comment trouve-t-il le grand sage? Il trouve Pignolus en train de se prélasser voluptueusement dans un bain de boue tiède. Il avale goulûment des marrons sans se soucier du monde. Très pragmatique. Féodor le supplie de lui donner la grande solution architecturale pour sauver le monde de la cruauté. Et Pignolus, avec un pragmatisme absolument déconcertant, lui répond en substance qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre les lois de la nature et que la plus grande sagesse est probablement d'apprendre à apprécier l'eau chaude de la boue et le goût des marrons. C'est une image très cynique au premier abord. Mais derrière cette façade, Pignolus délivre une véritable leçon d'économie politique. Il décrit ce qu'il appelle les grands murs structurels qui empêchent l'avènement de l'utopie dans leur forêt. Les fameux murs. Ces murs représentent les dynamiques implacables que nous évoquions plus tôt. Le premier mur, c'est l'absence de surplus. Dans la nature, il est extrêmement difficile de produire plus d'énergie que ce qui est strictement nécessaire à la survie immédiate. Et le deuxième mur? Le deuxième mur, c'est que si, par miracle technologique ou agricole, on génère un surplus de marrons, la population de cochons ou de renards augmente immédiatement, consomme le surplus et la précarité revient. C'est le fameux piège de Malthus expliqué aux renards. Et ça ne s'arrête pas là. Le troisième mur est purement sociologique. Admettons qu'on arrive à convaincre la population de la forêt de limiter ses naissances pour préserver le surplus et vivre confortablement. Que se passe-t-il? Les tricheurs apparaissent. Exactement. Les tricheurs, ceux qui refusent de suivre cette règle morale, vont se multiplier plus vite que les autres et finiront par dominer génétiquement et culturellement la société. L'utopie est détruite de l'intérieur. Et enfin, le quatrième mur, le coup de grâce de Pignolus. Si on devient une société pacifique, stable, riche et désarmée, les prédateurs extérieurs, les loups des autres forêts, viendront tout simplement tout piller par la violence. L'allégorie est dure, elle résume toutes les impasses de la philosophie politique classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'analyse du conte ne s'arrête pas sur ce pessimisme absolu. Face à l'énormité de ces murs, Féodor et Pignolus trouvent un mince mais puissant réconfort dans une idée très simple. Une idée qui résonne comme la thèse sous-jacente du livre de Bostrom. Laquelle?
Face à l'immense complexité de l'univers, une phrase se détache. Tant qu'il y a de l'ignorance, il y a de l'espoir. Cela signifie que, puisque nous sommes aujourd'hui très loin de connaître toutes les lois fondamentales de la nature, de la physique ou de la sociologie cosmique, cette vaste zone d'ignorance scientifique, laisse mathématiquement la place à la possibilité qu'une trajectoire positive et pérenne existe bel et bien. Une trajectoire encore totalement inimaginable avec nos cerveaux actuels. C'est une très belle façon de voir les choses. Ce qui nous amène doucement à prendre un peu de recul sur l'incroyable étendue de l'exploration d'aujourd'hui. Ce parcours intellectuel est fascinant. Un vrai voyage. Nous sommes partis d'une simple interrogation historique sur la semaine de 15 heures imaginée par Keynes en 1930 pour dériver vers des concepts hallucinants comme l'ingénierie d'une galaxie entière transformée en cerveau numérique via des sphères de Dyson. Nous avons décortiqué la compétition épuisante des yachts de milliardaires, traversé les pièges démographie malthusiens et, surtout, mis en lumière ce besoin impérieux de repenser totalement la fonction de l'école. L'école qu'il faut réinventer pour fuir un ennui qui menace paradoxalement d'accompagner le bonheur absolu. Et le plus important, c'est de réussir à ramener tous ces concepts grandioses et cosmiques à notre réalité immédiate, à notre psychologie de tous les jours. C'est tout l'intérêt de ce genre d'ouvrage. Il agit comme un miroir. Cette plongée invite quiconque écoute cette discussion à mener une véritable introspection. Oui, on est forcé de se poser la question. Quelle part de notre identité, de notre fierté professionnelle, de nos angoisses nocturnes actuelles, est uniquement définie par la nécessité écrasante de gagner sa vie au sein du capitalisme? Si, demain matin, par un coup de baguette magique technologique orchestré par une superintelligence, la contrainte financière, la maladie et la rareté matérielle disparaissaient totalement de l'existence humaine, que choisirait-on honnêtement de faire de cette toute première journée de liberté totale? C'est la grande question. Et surtout, qu'est-ce qui nous motiverait lors des milliers d'autres journées qui suivraient? Ça donne le vertige et ça remet beaucoup de nos petits soucis quotidiens en perspective. Pour clore cette analyse en profondeur, j'aimerais partager une ultime pensée provocatrice, un fil qu'il reste à tirer et qui plane sur toute cette littérature. Allez-y. Supposons que l'humanité accomplisse parfaitement sa mission millénaire. Nous réussissons, sans nous autodétruire, à créer cette utopie parfaite. Elle est gérée avec une bienveillance infaillible par des intelligences artificielles super intelligentes. Ces IA résolvent tous les mystères de la physique, guérissent la biologie et administrent les ressources de l'univers avec une efficacité maximale. Le triomphe total. Dans la grande histoire cosmique en train de s'écrire. Devenue spectatrice de son propre univers. Ne serions-nous pas destinés, finalement, à devenir de simples spectateurs à la retraite éternelle, confortablement installés dans les tribunes VIP du grand théâtre de l'univers, regardant nos propres créations écrire la véritable suite de l'histoire? Voilà, assurément quelque chose à méditer.